Bonjour à tous. Bientôt 2h30 du matin en France. J'estime nécessaire en cette période particulière pour le Cameroun que nous exercions une vigilance mondiale 24 heures sur 24. Nous entrons dans une période assez particulière. Une période durant laquelle les horaires de vie habituels cessent d'avoir leur valeur. Nous entrons dans une période pendant laquelle 24 heures sur 24, il va falloir veiller les grands peuples africains en mutation rapide. Et tout particulièrement, je pense ce matin au peuple du Cameroun. Un peuple qui, en réalité, n'a plus le droit de dormir. Un peuple qui doit s'habituer à être en état de veille. Un peuple qui doit s'habituer à être éveillé. Et voilà pourquoi ce peuple doit maintenant, à tout moment, prendre l'habitude d'être mobilisable. Ce peuple doit à tout moment prendre l'habitude d'être en capacité d'agir, à tout moment en capacité de penser. Je ne saurais dire davantage pourquoi il est important que le peuple camerounais sorte des bars et des boîtes de nuit, et que ce peuple vive dans sa maison, qu'il vive dans son cerveau, qu'il vive dans sa conscience. Vous a été offert par Touchant Création. Touchant Création vous permet de construire un hommage vidéo pour les séries. Je vous souhaite donc la bienvenue. Je voudrais consacrer ce moment de communication tardive ou précoce, parce que nous sommes déjà le matin, pour certains à travers le monde, à édifier les uns et les autres sur la procédure de succession de gré à gré actuellement en cours au Cameroun, actuellement en marche au Cameroun. Et tirer la sonnette d'alarme, dire aux Camerounaises et aux Camerounais du nord au sud, de l'est à l'ouest, en passant par le centre, aux Camerounais de la diaspora, que nous sommes dans la période de l'action. Nous sommes dans la période où, de manière incessante, toute chose cessante, le peuple camerounais doit se saisir de son histoire. Alors, dans ce point particulier, je vais essayer dans un premier moment de définir ce que l'on entend par succession de gré à gré. Parce que voilà une expression qui est utilisée maintenant dans le langage politique, dans le langage commun, dans le langage quotidien des Camerounais. On entend souvent le slogan « non à la succession de gré à gré ». Mais il serait dangereux de laisser ce slogan à l'état vague dans l'opinion sans avoir défini ce que c'est. Donc je vais expliquer très précisément ce que c'est que la succession de gré à gré, afin que l'on comprenne pourquoi l'écrasante majorité du peuple camerounais et tous ceux qui sont doués de bon sens au Cameroun ou ailleurs dans le monde ne peuvent pas accepter une succession de gré à gré à la tête d'un pays au XXIe siècle. Enfin, dans la deuxième partie de cette intervention, je vais indiquer les mécanismes de la succession de gré à gré qui sont actuellement en cours au Cameroun. Et je vais faire le bilan de l'état d'avancement de ces mécanismes. Pour que chaque Camerounaise et chaque Camerounais sache où nous en sommes ce 28 mai 2020 et qu'ils sachent à quoi nous pouvons nous attendre. Et enfin, en conclusion de cette intervention, qui consiste à tirer la sonnette d'alarme sur
l'avancement actuel du mécanisme de succession de gré à gré, je vais indiquer la seule voie du succès possible pour le peuple camerounais. La seule voie, le seul mécanisme qui pourrait permettre au peuple camerounais d'empêcher la succession de gré à gré et de fonder pour la première fois de son histoire, en réalité, une république démocratique, un véritable état de droit. Et il me semble en profiter pour résoudre le problème de la crise sécessionniste anglophone par la fondation d'une nouvelle république fédérale. Ça, ce sera l'objet de la troisième partie de cette conversation. Où que vous soyez à travers le monde, si vous êtes connecté à cette heure-ci, c'est que la cause du Cameroun vous intéresse. Beaucoup dorment. Ils pourront suivre demain grâce à votre partage, grâce à votre alerte, grâce à l'usage que vous ferez des pains spirituels de la liberté que nous distribuons ainsi. Eh bien, ceux qui dorment pourront à leur tour être, grâce à vous, grâce à nous, éveillés. N'oubliez donc pas de partager, de protéger, et je vous donne toute l'attitude de procéder selon vos moyens technologiques au découpage des conférences que je donne. Vous pouvez y enlever 3 ou 4 minutes que vous mettez à la disposition de tel ou tel collectif, de tel ou tel groupe. Vraiment, mettez-vous à l'aise. L'essentiel est que les idées pénètrent la population, qu'elles se transforment en force de la conscience et que ces forces de conscience permettent l'action salvatrice de ce pays, le Cameroun. Commençons sans plus tarder le petit programme de cette communication. On commence par les définitions. Parce que le danger de nos sociétés africaines, où malheureusement il y a une espèce de crise de la lecture des livres classiques, c'est que des discussions commencent, même parfois des querelles, des disputes, mais sur la base de notions mal maîtrisées, de notions mal définies. Alors, qu'est-ce que c'est que la succession de gré à gré? On parle de succession de gré à gré à la tête d'un pays lorsque les dirigeants d'un pays ne consultent pas le peuple de ce pays-là, en vérité, pour choisir leur successeur. Ou lorsque la succession à la tête de ce pays n'est pas décidée en tenant compte et en priorisant en quelque sorte la vie du peuple. Lorsqu'il y a une succession qui est arrangée entre des élites d'un pays ou entre les élites d'un pays et des élites étrangères, alors là, on parle d'une succession de gré à gré. Je recommence. Définition de la succession de gré à gré. Lorsqu'à la tête d'un pays, le changement de l'élite politique, dans le cas d'espèce par exemple, le changement du président de la République n'est pas décidé librement par le peuple, mais lorsque ce changement est décidé à l'issue de tractations, de conciliabules, de négociations entre des membres de l'élite de ce pays-là, on parle de succession de gré à gré, c'est-à-dire qu'ils s'asseyent entre eux de gré à gré, c'est-à-dire ils se mettent face à face, ils négocient, ils discutent, et ils s'entendent entre eux, à l'écart du peuple, sur celui qui va diriger le peuple. Donc les successions de gré à gré sont donc par définition des successions antidémocratiques, antipopulaires. Ce sont des successions secrètes. Ce sont des successions, en réalité, de l'élite par elle-même. Ce sont des autosuccessions. Ce sont des successions à l'intérieur de l'élite. Voilà pourquoi dans un pays, il peut parfaitement y avoir ce qu'on appelle l'alternance. À la tête d'un pays, par la succession de gré à gré, il peut y avoir alternance. C'est-à-dire, il peut y avoir changement de dirigeant, sans pourtant qu'il y ait un changement de régime. Parce que lorsque l'élite d'un régime politique se réunit pour décider de qui en son sein va devenir le chef de l'État, qui va devenir le président de la République, on change de président de la République, mais on ne change pas de régime politique. Voilà ce que c'est qu'une succession de gré à gré. Et la succession de gré à gré correspond parfaitement aussi aux successions dans les monarchies. À la tête des monarchies, des royaumes, on ne s'en va pas consulter le peuple pour lui demander son avis sur celui qui doit être le nouveau roi, le nouveau monarque. Non, c'est l'élite, le conseil des notables,
qui se réunit et sur la base d'un certain nombre de critères propres à l'élite choisit le futur roi. Ainsi, dans les monarchies traditionnelles camerounaises, comme le sultanat Bamoun, ou dans les lamidos, ou dans les chefferies traditionnelles, ce n'est pas toute la population qui participe à choisir qui doit être le chef. C'est l'élite de la population, la notabilité de la population, qui se réunit et qui choisit, désigne le nouveau chef. Donc, toutes ces définitions de la succession de gré à gré permettent à tout le monde de comprendre que c'est une succession qui est donc une succession antidémocratique, une succession antipopulaire, et c'est une succession qui est par définition hostile à la liberté des gens, à la reconnaissance de l'égalité des citoyens. Car en réalité, ceux qui se succèdent les uns aux autres sont beaucoup plus égaux entre eux que tous avec le reste du peuple. Je recommence. La succession de gré à gré est un mode d'alternance à la tête de l'État, selon lequel ceux qui se succèdent les uns aux autres sont beaucoup plus égaux entre eux que eux tous rassemblés en comparaison avec le peuple. Donc, en réalité, la succession de gré à gré, c'est le vol permanent du pouvoir par l'élite contre le peuple. La succession de gré à gré, c'est le vol permanent du pouvoir par l'élite d'un pays à la barbe du peuple, contre le peuple de ce pays. Donc on ne peut pas parler véritablement de démocratie, on ne peut pas parler véritablement de république et parler de succession de gré à gré. Attention, il s'ensuit que le mot alternance ne correspond pas nécessairement au mot succession démocratique. Il peut y avoir alternance hors des démocraties. Dans les monarchies, il y a alternance. Le monarque se retire, parfois il meurt, parfois il est très vieux, parfois il démissionne, et l'élite d'un royaume se réunit pour choisir le nouveau monarque et l'installer. Dans les républiques bananières, il y a parfaitement alternance. Pour prendre un exemple, nous parlons du Cameroun ce soir. En 1982, il y a bel et bien eu alternance à la tête de l'État du Cameroun. Il y avait, pendant 25 ans, de 1960 à 1982, M. Amadou Babatoura Ahidjo. Comment M. Amadou Babatoura Ahidjo est-il devenu président de la République du Cameroun? Ce n'est pas après avoir gagné une élection démocratique. Amadou Babatoura Ahidjo est devenu président du Cameroun avec l'accord de deux forces politiques majeures. Première force politique majeure, interne, le Lamida de Rey Bouba. Je recommence. La première force politique majeure, interne, qui a défendu l'accession d'Amadou Babatoura Ahidjo à la présidence de la République du Cameroun, c'est le Lamido de Rey Bouba, dont on parlera dans la deuxième partie de cette conférence. Le Lamido de Rey Bouba est celui qui a porté Amadou Ahidjo comme, en quelque sorte, le candidat du Nord pour la direction du Cameroun. La deuxième force et la plus décisive des forces qui a installé Amadou Babatoura Ahidjo à la tête du Cameroun, c'est la République française, du général de Gaulle et du ministre des Affaires africaines, du chargé des Affaires africaines, Jacques Foucault. Amadou Ahidjo, qui avait été repéré par l'administrateur colonial Guy Georgy dans le Nord, cet administrateur qui avait fait sa connaissance quand Amadou Ahidjo était jeune commis des postes, M. Georgy est celui qui va recommander auprès de la haute hiérarchie de la République française sous le général de Gaulle le jeune Amadou Babatoura Ahidjo. Sa candidature à la présidence de la République est portée par le Lamido de Rey Bouba qui va convaincre les autres Lamidas du Nord et elle est portée par les Français. Je rappelle que les Français veillaient toujours à choisir pour diriger les républiques de leurs ex-colonies ou ex-territoires sous tutelle les Africains qui étaient opposés à l'indépendance totale des pays africains. C'est bien parce qu'Amadou Babatoura Ahidjo était opposé à l'indépendance totale du Cameroun que les Français l'ont sélectionné. Et ils ont veillé à procéder à l'élimination totale de l'élite indépendantiste camerounaise qui revendiquait l'indépendance totale du Cameroun. Les Français ont exécuté le 13 septembre 1958 à Boumiébel Ruben Oumiobe. Ils ont exécuté en novembre 1960 par empoisonnement d'un agent secret, William Bechtel, agent secret français, en complicité avec les Suisses. Ils ont éliminé
le président Félix Roland Moumié. Les Français ont, avec les troupes supplétives coloniales, éliminé en 1966 le docteur en sciences économiques Castor Osende Afana. Les Français, appuyant Amadou Ahidjo dans une longue guerre de pratiquement 25 ans, la guerre de 1955 à 1971, ont parachevé le processus par l'assassinat public du président de la République du Cameroun, Soumaki, le professeur Ernest Wandié, le 15 janvier 1971 à Bafoussam. Donc, ils ont procédé à l'élimination physique du leadership indépendantiste camerounais et ils ont installé à la tête du Cameroun un leadership collaborationniste et vassal. Amadou Ahidjo a été choisi sur ces critères. Ahidjo arrive donc à la tête du Cameroun sur la base d'une succession coloniale de gré à gré, c'est-à-dire le colon français fait du gré à gré avec les Africains du Cameroun qui lui sont les plus soumis. C'est comme ça qu'Amadou Ahidjo est devenu président. Si vous lisez même l'histoire d'Amadou Ahidjo, vous vous rendrez compte qu'à la tête de sa formation à l'Assemblée territoriale du Cameroun, il va même gagner une élection grâce à un bourrage d'urnes organisé par des Français. La bataille entre Ahidjo Mbida au Kala, à l'intérieur de l'élite collaborationniste camerounais, est une bataille qui va être arbitrée par les Français eux-mêmes en faveur d'Ahidjo par un bourrage d'urnes. Un bourrage d'urnes à l'Assemblée territoriale du Cameroun. L'histoire politique du Cameroun a commencé par la fraude électorale, la fraude aux élections. Cette histoire s'est poursuivie par la négation du principe électoral, la négation du principe démocratique, la négation du droit du peuple camerounais de participer réellement au choix de ses dirigeants. Pendant 25 ans, Ahidjo a été président des Camerounais. Il n'a jamais souffert une seule élection avec un rival. Lui, il n'a même pas pris le risque d'une élection avec un rival pour truquer. Non. Il a organisé des autoplébiscites et ils ont appelé cela, eh bien, l'unité nationale. La deuxième succession de gré à gré qui a eu lieu au Cameroun, c'est la succession Biya-Ahidjo. Il y a eu alternance entre Ahidjo et les colons, mais le régime colonial s'est poursuivi. Ensuite, il va y avoir alternance entre Ahidjo et Biya. Mais qui est Biya? Biya est depuis 1961 un haut fonctionnaire de l'administration camerounaise. Lui aussi a été coopté via l'église catholique et le docteur Louis-Paul Ojoula, grand colon français du Cameroun, lui aussi a été coopté par les Français. Précisément parce qu'il fait partie des jeunes Camerounais de cette époque qui ne mouillent pas le maillot pour l'indépendance, qui ne croient pas en l'indépendance, qui croient en ce qu'on appelle la doctrine de l'évolution, l'évolutionnisme politique. On les appelait les évolués, ceux qui pensaient qu'il fallait laisser le Cameroun évoluer progressivement vers la liberté. Vous reconnaîtrez leur langage dans le discours de l'élite actuelle du RDPC. Quand les RDPcistes parlent, ce que nous appelons les sardinards en général parlent, ils disent toujours que le Cameroun est en processus d'évolution. C'est-à-dire que les normes de l'état de droit et la démocratie peuvent être loin dans le futur. Ce n'est pas grave. Du moment que nous y approchons, c'est bien. Le pays va bien. C'est la doctrine de l'évolution politique avec laquelle on a fabriqué les nègres collaborateurs de la République bananière du Cameroun. Car en réalité, il y a deux doctrines qui se sont affrontées dans les années 40, 50, 60 au Cameroun. Les deux doctrines étaient les suivantes. D'une part, la doctrine indépendantiste qui disait les Camerounais doivent exercer immédiatement la totale souveraineté sur les affaires du Cameroun. Ils doivent choisir librement les partenaires internationaux du Cameroun. Ça, c'est la doctrine de Ruben Oumiobe, c'est la doctrine d'Abel Kingé, c'est la doctrine de Félix Moumié, c'est la doctrine de Castor Osende Afana, c'est la doctrine de Ernest Wandié, c'est la doctrine de Ngo Ungli Masaga, c'est la doctrine historique de l'Union des populations du Cameroun. Et en face, il y avait une autre doctrine, la doctrine des Okala, des Mbida, des Ahidjo, des Biya. Leur doctrine était la suivante: il fallait laisser calmement le Cameroun rester le Cameroun français et évoluer modestement, patiemment, sous le giron du patron colonial français. Ça, c'est la doctrine dite de l'évolutionnisme. Le nègre était considéré comme n'étant pas encore capable de s'assumer lui-même. Et jusque dans les années 80, le président Biya se présentait encore publiquement comme étant le meilleur élève du président de la République française, affirmant clairement et publiquement devant tout le monde que la République du Cameroun
était un État vassal et non pas un État souverain. Et je le cite mot à mot. Je suis le meilleur élève, je me considère comme le meilleur élève du président français, François Mitterrand. Dixit Paul Barthélemy Biya Abivondo. Donc ces deux doctrines, il faut que vous les ayez en tête. Chaque fois que vous aurez face à vous quelqu'un qui dit « Nous ne sommes pas encore prêts pour la démocratie. Notre peuple ne peut pas encore pratiquer l'état de droit. Nous devons considérer que c'est un long travail. Nous sommes en train d'approcher. Vous savez, il y a d'autres peuples qui ont fait 300 ans avant d'arriver à la maturité. » Chaque fois que vous serez confronté à ce discours, sachez que vous avez exactement le discours au nom duquel furent massacrés 1 million de Camerounais et fut massacrée l'élite souverainiste et indépendantiste du Cameroun. C'est exactement ce discours-là. Donc, succession de gré à gré donc, entre les Français et les collaborationnistes camerounais, qui deviennent donc des peaux noires, masques blancs, comme le dira avec élégance le grand Martiniquais d'Algérie, Frantz Fanon. Succession de gré à gré entre les Camerounais collaborationnistes français eux-mêmes, puisque Biya est choisi par la double volonté, 1, d'Amadou Babatoura Ahidjo, et puis 2, des Français. La puissance française, c'est elle qui a désigné Paul Biya comme successeur d'Ahidjo. À la limite, c'est elle qui a forcé la main à Ahidjo pour considérer que le meilleur de ses successeurs était Biya. Mais ce que vous devez aussi savoir, c'est que la puissance française, à partir des années 60, avait mis en place un mécanisme d'alliance stratégique centrale, fondamentale, entre l'élite ethnique Peul du nord Cameroun et l'élite ethnique du centre-sud Cameroun. Je recommence ce point. Il faut que tout le monde note bien cela. Sinon, vous ne comprenez pas ce qui se passe. La puissance française a choisi de décréter, mouton noir de la République, un certain nombre de grands groupes ethniques qu'elle avait d'ailleurs contribué à définir et à fabriquer. Mouton noir de la République, ne devant jamais accéder à la fonction présidentielle, bien sûr, le groupe Bamileke, que la puissance française décrète comme étant nuisible à son hégémonie. La puissance française va dresser un portrait du Bamileke qu'aucun Bamileke ne connaît à cette époque-là. Elle va fabriquer le Bamileke. Elle va fabriquer le Bamileke sous la forme d'un épouvantail, sous la forme d'un envahisseur dans son propre pays. Elle va définir le Bamileke comme étant le Camerounais que tous les autres Camerounais doivent détester, doivent redouter parce qu'il est entreprenant. Donc, en fait, la France va fabriquer la méfiance du Camerounais envers le Camerounais. Elle va renforcer le concept de Bamileke pour désigner un ensemble de populations de l'Ouest Cameroun qui elle-même se désigne par une multitude de noms. Une multitude de noms. Et qui s'exprime dans une multitude de langues tout en ayant des traits culturels communs assez proches. La France va fabriquer cela et dans sa stratégie, elle va dire ce groupe-là que nous avons créé, que nous avons défini, que nous avons noirci, que nous avons diabolisé, lui, un ressortissant de ce groupe ne doit pas accéder au sommet du pouvoir. Ce sont des groupes qui sont condamnés à être vassaux dans l'évolution de ce pays-là. C'est la même décision qui est prise pour le grand ensemble des Bassa. La population d'où sortaient par exemple des figures comme celle de Ruben Oumiobe, ils sont considérés, eux aussi, par définition, comme exclus de la gestion du sommet du pouvoir central. On décide de créer un équilibre du pouvoir entre 3 zones. Le Grand Nord, le Grand Centre et le Grand Ouest-Nord-Ouest, notamment donc le Grand Nord-Ouest-Sud-Ouest anglophone. On crée un équilibre de cette nature. Et les Français confient à Ahidjo la gestion du Cameroun à partir d'un tel axe. On lui dit, vous êtes du Nord, vous allez commencer, après vous, il y aura une alternance avec le centre-sud, et quand le centre-sud aura fini son temps, il vous rendra l'ascenseur. Ça, c'est la doctrine française sur le Cameroun. Les Français n'ont pas prévu que le peuple camerounais doive choisir son président. Non. Ils ont mis en place, à partir des années 60, dans le cadre d'accords passés en secret avec les élites du Grand Nord du Cameroun et les élites du Grand Centre-Sud, un principe, à savoir que le grand axe du pouvoir, le triangle du pouvoir, c'est Grand Nord et Grand Centre, combinant le centre et le sud, et puis le Nord-Ouest-Sud-Ouest anglophone.
C'est ce triangle-là qui ressemble bien au Cameroun. Si vous regardez bien, ça descend comme ça. C'est ce triangle-là qui, contrôlé par les Français, permet de contrôler la totalité du Cameroun. Tous les autres ensembles sociologiques, toutes les autres proximités sociologiques, pour utiliser le concept bâtard de cet idiot d'Atangana Manda, dont je m'occuperai beaucoup plus tard dans la semaine, toute la diversité socio-culturelle du Cameroun a été ainsi considérée comme devant être inféodée à ces trois grands pôles définis et fabriqués par les Français. Donc, les Français disent à Ahidjo, c'est bon, 25 ans c'est bon pour vous, d'ailleurs vous êtes un peu fatigué et vous commencez à avoir des idées un peu bizarres. Nous pensons que vous souffrez d'un mal terrible, d'un mal très grave, et que vous risqueriez de mourir au pouvoir, ce qui pourrait nous créer des ennuis. Cédez le pouvoir pendant que vous avez encore toute votre tête, cédez le pouvoir à M. Biya, ce sera une alternance à la tête du pays, vous vous reposerez, M. Biya va continuer le travail. Donc, succession de gré à gré. En 1982, ce n'est pas le peuple camerounais qui a amené Biya au pouvoir, parce que Ahidjo n'avait pas été mis au pouvoir par le peuple camerounais. Je crois que c'est très clair pour tout le monde. C'est la puissance française, dans son axe de contrôle du pays à partir du triangle Grand Nord, Grand Centre, Anglo, c'est la puissance française qui a mené les manœuvres, qui a organisé cette succession. Alors, très bien. Je conclus là la première partie de ma conférence de ce matin en vous disant, personne ayant écouté cette conférence ne peut dire « je ne sais pas ce que c'est que la succession de gré à gré ». La succession de gré à gré, c'est la décision souveraine des Français de choisir qui devait diriger le Cameroun après eux. Et ils ont choisi les Camerounais les plus soumis à eux. C'est la naissance de la République fédérale du Cameroun, de la République du Cameroun, dans les années 60. Succession de gré à gré, c'est le tour de passe-passe entre le premier ministre d'Amadou Ahidjo, Paul Biya, et Amadou Ahidjo. Amadou Ahidjo, choisi par les Français, passe le pouvoir à un Biya qui lui-même avait été recruté par les Français sur les mêmes bases psychologiques, la vassalité, la soumission, la veulerie, la haine du pays, le mépris de l'homme noir, les a choisis, et il y a donc un accord. Je vous rappelle que l'arrivée de Biya au pouvoir est entérinée par une rencontre entre les plus hautes autorités françaises et les autorités du Lamida de Ré-Bouba. Le Lamida de Ré-Bouba, qui est le Lamida ayant la plus grande influence sur le Nord. Ce Lamida-là, c'est une république dans la République. Je dis bien, ce Lamida de Ré-Bouba, c'est une république dans la République. Vous savez que c'est l'une des rares autorités traditionnelles au Cameroun à disposer d'une armée, à disposer d'un système fiscal, à disposer de prisons. Lui, le Lamido de Ré-Bouba, il a ses prisons à lui, qui n'ont rien à voir avec les prisons de la République du Cameroun. À disposer de son système de renseignement et à disposer de ses entrées personnelles. Lui, comme ses ancêtres, négocièrent très tôt leur soumission aux colons français. Et ils ont leur contact direct au Quai d'Orsay, ils ont leur contact direct à l'Élysée. Les Lamido de Ré-Bouba. Il faut que les Camerounais le sachent, parce que nous sommes dans une heure importante, dans un tournant important de notre histoire. J'ai déjà dit dans certains de mes posts sur Facebook, etc., que le peuple camerounais se trouve exactement au même virage où il était en 1960. Le virage qui fut manqué par le peuple camerounais, puisque l'élite indépendantiste fut éliminée, le mouvement indépendantiste fut massacré, et qu'1 million de Camerounais furent laissés sur le carreau. Voilà là où nous avons loupé la souveraineté du pays. Là où les Camerounais ont raté l'occasion de décider par eux-mêmes, effectivement, de qui doit les diriger. C'est ce même virage qui se représente en 2020 devant les Camerounais. Paul Biya a disparu en mars 2020. Il a perdu toute capacité à exercer le pouvoir pour 3 raisons. Soit il est mort, soit il est dans le coma, soit il est complètement devenu dément et complètement sénile. Le pays est sans président de la République à l'instant précis, ce 28 mai. Et moi, je compte depuis 28 jours, au minimum, la vacance de la présidence de la République. Et ce qui se présente devant les Camerounais, c'est les mêmes tractations qui, dans les années 60, décidèrent de mettre à la tête du Cameroun des gens que les Camerounais n'avaient pas choisis. Ces tractations ont exactement recommencé. Les mêmes tractations ont commencé.
Et les mêmes forces qui décidaient de l'équilibre politique du Cameroun en 1960 sont de nouveau dans l'action, à savoir la République française, à travers le président Emmanuel Macron, le Premier ministre Édouard Philippe, et notamment le personnage clé de la manipulation de la succession de gré à gré au Cameroun, c'est le ministre Jean-Yves Le Drian. Le Drian, c'est le Jacques Foccart actuel. C'est lui qui est à la baguette de la manipulation. C'est lui qui a missionné l'ambassadeur de France au Cameroun, Christophe Guilloux, pour organiser une fausse audience, le temps de gagner du temps dans le dos du peuple camerounais, puisque Paul Biya a perdu toute capacité de gouverner courant mars, et que eux, ils n'étaient pas prêts, ils n'avaient pas encore huilé le mécanisme de la succession de gré à gré. Eh bien, Macron a chargé son ministre des Affaires étrangères, qui a chargé son ambassadeur d'organiser une fausse audience, une audience fictive, de telle façon qu'il puisse gagner du temps, en donnant l'illusion qu'il y a une continuité à la présidence de la République et qu'il n'y a pas de vacances à la présidence de la République. Voilà ce qui s'est fait. Et tout ce que vous avez vu depuis lors, les fausses audiences du 13 mai, le faux coup de fil à la présidence de la Confédération suisse, le faux discours, le deepfake discours du 19 mai, tout ce que vous avez vu participe de cette stratégie qui est pensée par l'Élysée et pensée par le Quai d'Orsay avec les clans du régime. Ça, c'est important que vous sachiez que c'est comme cela. À l'intérieur du Cameroun, quelles sont les forces qui sont actuellement en négociation pour la succession de gré à gré? J'ai désigné déjà 3 clans que vous devez connaître maintenant par cœur. Le clan de Nanga Eboko, à la tête duquel il y a Mme Chantal Pulchéry Biya et M. Ferdinand Ngongo, l'actuel secrétaire général de la présidence de la République, celui qui possède la signature de Biya depuis 1 an, au moins. Et celui qui place sans cesse des pions à l'intérieur de l'armée, à l'intérieur de l'administration, pour se préparer à la bagarre. M. Ngongo vient d'évacuer de toute urgence toute sa famille en Israël. Parce qu'il se prépare à la confrontation. Double confrontation. D'abord en interne contre d'autres clans qui veulent gagner la succession. Ils se préparent à une grave confrontation. Mais tous se préparent à la confrontation contre le peuple camerounais. Ils savent que le peuple camerounais est averti de ce qui est en train de se passer et que le peuple camerounais va réagir. Donc tout ce monde-là est en train de s'organiser pour prendre le peuple camerounais à la hussarde, pour surprendre les Camerounais, pour brutaliser les Camerounais et leur imposer la succession de gré à gré. Le deuxième clan, c'est le clan de Mvomeka. Il est dirigé par M. Franck-Emmanuel Biya. Franck-Emmanuel Biya qui a montré par plusieurs signes sa volonté de bénéficier d'une succession à la gabonaise, à la togolaise, à la équato-guinéenne, à la tête du Cameroun. Franck-Emmanuel Biya qui se comporte publiquement et à toutes les occasions comme étant, croit-il, le futur et le fort naturel chef d'État du Cameroun après son père. Beaucoup d'entre vous voient seulement maintenant l'organisation toute pensée du protocole de ce personnage. Chaque fois que ce personnage fait des apparitions publiques, Franck Biya, l'organisation protocolaire est typiquement celle d'un dauphin constitutionnel de la présidence de la République. Regardez l'organisation du cortège. Regardez les troupes officielles qui se déplacent avec lui. Franck Biya est le véritable patron du bataillon d'intervention rapide et de la garde présidentielle. Regardez comment cette troupe se déplace avec lui. Minimum 6 véhicules derrière, minimum 6 véhicules devant. Il se déplace globalement avec presque un bataillon. Presque un sous-bataillon. Regardez le protocole d'accueil du personnage où qu'il aille, même quand il va seulement dans une maison où il y a un deuil. Regardez comment les personnalités s'alignent pour lui offrir littéralement le tapis rouge de la République. Toute cette scénarisation des sorties de Franck Biya au Cameroun depuis au moins maintenant 5 ans n'est pas du tout innocente. Elle n'est pas anodine. Franck Biya est à la tête d'un clan qui envisage que ça se passe au Cameroun comme ça s'est passé entre Ali Bongo et son père, que ça se passe au Cameroun comme ça s'est passé entre Faure et Yadema et son père, Étienne Nyassimbe et Yadema, que ça se passe au Cameroun comme on voit que ça devrait se passer en Guinée équatoriale entre Théodorino Obiangema et son père, Théodoro Obiangema Mbazogo. Voilà le deuxième groupe.
Il y a un troisième groupe qui est composé de gens qui ont amassé des richesses énormes. Je l'appelle le groupe des argentiers armuriers. Ce groupe-là est globalement cornaqué par le ministre actuel de l'économie et des finances, Louis-Paul Motazé, et un certain nombre de soutiens qu'il a dans l'armée, notamment parmi des officiers retraités, des officiers généraux retraités. Ce groupe-là possède des caches d'armes dans le Cameroun. Et ce groupe possède certaines unités qu'il croit fidèles à l'intérieur de l'armée, qu'il serait à son avantage capable de combattre. Voilà les trois groupes à l'intérieur. Mais attention, on ne devient pas président de la République au Cameroun dans le système postcolonial sans l'accord, sans l'apport décisif de l'allié du Nord, du grand allié du Nord, du représentant du Nord dans le pouvoir Biya, à savoir, vous l'avez deviné, le Lamido de Rebouba. Le Lamido de Rebouba. Lamido de Rebouba est le plus influent de tous les Lamidos du Nord. Et c'est lui qui dirige, en quelque sorte, la gestion des intérêts politiques du Nord, des populations du Nord, auprès, non seulement de la tutelle française, mais auprès du pouvoir central de Yaoundé. Si vous avez compris dans quoi nous sommes, nous pouvons passer à la deuxième partie. Qu'est-ce qu'ils sont en train de faire? Qu'est-ce qu'ils sont donc en train de faire? La question de la deuxième partie se pose maintenant. Qu'est-ce qu'ils sont en train de faire? Camerounaises, Camerounais, amis du Cameroun qui m'écoutez, vous êtes 2000 personnes au total. 1300 sur Facebook, environ 800 ou 700 sur YouTube. J'espère que vous partagez, parce que rien de ce que je fais ici n'est utile si vous ne faites pas l'effort d'en donner le lien à d'autres. Que sont-ils en train de faire? D'abord, ils ont été surpris par la vitesse à laquelle Biya s'est écroulé. Vous voyez le nombre de morts qu'il y a au palais des Toudi, vous voyez le nombre de morts qu'il y a à la présidence de la République du Cameroun. C'est un nombre impressionnant. Le Covid-19 a fait une entrée fracassante dans l'environnement du président de la République. Vous savez maintenant de manière officielle que le Covid-19 a tué le médecin personnel du président de la République. Ce qui veut dire que le président de la République a été nécessairement exposé à la pandémie du Covid-19. Et son épouse, Chantal Pulchéry Biya, qu'on n'a pas non plus vue depuis longtemps, a sans doute été exposée à cette pandémie et à cette maladie parce que son chauffeur, l'un des chauffeurs du couple, en est mort. Ça, on le sait. Un chauffeur du couple en est mort le 4 mai. Le médecin colonel Marius Etundi est mort le 22 mai du Covid-19. Et le samedi qui suivait, le 23 mai, le chauffeur du médecin colonel Marius Etundi est mort du Covid-19. Voilà les trois décès qui émergent parmi tous les décès anonymes, les décès qui nous sont cachés. Tout cela indique qu'il y a vraiment un pôle explosif de déploiement du Covid-19 dans l'entourage du président de la République. On peut supposer que M. Biya a été au contact du virus du Covid-19 et que sa disparition de tous les radars s'explique précisément par la tragédie provoquée dans son clan par cette maladie. Nous sommes de ce point de vue à l'état de supposition, car il y en a qui se précipitent pour dire le professeur Franklin Yamsi a annoncé que Paul Biya est mort. Je n'ai jamais annoncé que Paul Biya est mort. Je n'annoncerai pas que Paul Biya est mort tant qu'une autorité légale, donc un médecin assermenté, une autorité d'un État, un État connu, n'aura affirmé ceci. Nous certifions aujourd'hui que M. Paul Barthélémy Biya est décédé. Tant que ce ne sera pas dit, moi, je ne dirai pas Paul Biya est mort. J'ai dit ceci. Paul Biya a abandonné la présidence de la République. La présidence de la République du Cameroun est vacante. Et j'ai dit que la présidence de la République est vacante parce qu'il y a trois hypothèses qui sont valables. Et Paul Biya se trouve dans l'un de ces trois cas. Vous voyez, j'ai affirmé une vérité hypothétique, mais en même temps bien encadrée, avec ce qu'on appelle en mathématiques un domaine de définition fermé. Hein? Vous savez, en mathématiques, quand on place les crochets comme ça, les deux côtés du domaine de définition, ça veut dire que vraiment, ce qui se passe se déroule à l'intérieur. Alors, voici le domaine de définition de ce que Biya est devenu. Hein? À l'intérieur des crochets, là, Paul Biya est dedans. Soit il est mort, soit, vous mettez au milieu, il est dans un état comateux, soit Paul Biya est dans un état de démence sénile. Fermez les crochets. Voilà le domaine de définition
de la situation de Paul Biya aujourd'hui. Pour ceux qui ont fait des mathématiques. Il est là-dedans. Et vous allez voir que l'une de ces trois hypothèses va finalement nous être annoncée. C'est mathématiquement imparable. Et c'est ce que j'ai toujours dit. Bon, quand on nous confirmera l'une des hypothèses, on en prendra acte. Mais peu importe, pour nous, d'un point de vue politique, il y a vacance du pouvoir présidentiel. Il y a vacance du pouvoir présidentiel. Ils ont donc été surpris par ça. Ils se sont même donc d'abord mis à tenter artificiellement d'entretenir l'idée d'un Paul Biya en continuité au sommet de l'État. D'où la succession de montages audio, de fake news qu'ils ont constitués. Hein? Le 16 avril, ils ont tenté, le 13 mai, ils ont essayé, le fameux coup de fil, ils ont essayé, ils ont fabriqué un discours, mais c'était pas facile, ils ont fait un deepfake, ils ont travaillé des heures et des heures pour fabriquer le deepfake du 19 mai. Et là, ils sont au bout du rouleau. Biyaoud est au bout du rouleau, ils sont fatigués, ça ne va plus. Ils ne savent plus sous quelle forme ils vont mentir. Ils ont fabriqué un faux bain de foule dans la ville de Yaoundé. Et ça a été pulvérisé pratiquement dans l'heure. À peine ils ont dit ça, on a démontré que c'était des anciennes images. On a sorti les anciennes images qu'ils ont manipulées. Ils ne savent plus quoi faire. À un moment donné, ils ont dit qu'ils allaient organiser un conseil de ministres, que Paul Biya allait présider à un conseil de ministres. Donc ils allaient faire un montage vidéo. Là, ils ont encore eu peur en disant c'est pas possible. Si on refait ça, ces fins limiers de la résistance vont analyser les rares images de Paul Biya que nous allons employer. Ils vont retrouver ces images-là dans le stock des archives. Donc, ils sont en difficulté. Et parce qu'ils sont en difficulté, ils ont décidé maintenant de commencer à actionner les mécanismes suivants. Ils ont décidé de commencer à actionner les mécanismes suivants. D'abord, vous avez vu que très rapidement, ils ont veillé à compléter le Conseil constitutionnel. Ils veulent que le Conseil constitutionnel soit au complet, qu'il soit opérationnel, parce que c'est là-bas que vont être entérinés les grands mensonges. On a envoyé là-bas l'un des individus les plus froids, les plus pervers et les plus cyniques pour rédiger l'entourloupe qui se prépare, le professeur Joseph Ouona. Un homme connu pour sa haine de la diversité sociologique du Cameroun, un homme connu pour sa haine de la vérité et de la justice, un homme connu pour son tribalisme d'État notoire, un homme connu pour être froid envers le malheur du Camerounais lambda, un homme connu pour être un servile serviteur de l'ordre démoniaque que les colons français ont installé au Cameroun, Joseph Ouona. On l'a envoyé renforcer le Conseil constitutionnel, à la tête duquel il y a déjà le ténébreux magistrat Clément Atangana, qui désormais est surveillé comme du lait sur le feu. Il est surveillé, ce Clément Atangana, comme du lait sur le feu, parce qu'on veut qu'il lise la dictée qui sera rédigée par le clan pour lui. Première manœuvre. Donc, en fait, s'ils sont en train de mettre un peu aux normes le Conseil constitutionnel, ça veut dire qu'ils se préparent à faire des choses au Conseil constitutionnel. Donc, notamment, le fameux constat de la vacance du pouvoir présidentiel. Bon, ça, c'est le premier mécanisme. Mais, avant qu'on aille plus loin, il faut que vous sachiez ce qui se passe en vertu de la loi. Que dit la Constitution? Je me suis rendu compte ces derniers temps que la plupart des Camerounais ne savent pas ce que prévoit la Constitution en cas de vacance de la présidence de la République. C'est-à-dire, soit en cas de décès, soit en cas de coma grave, soit en cas de perte de ses facultés mentales du président. Que prévoit la Constitution? La plupart des Camerounais ne savent pas. Alors que la Constitution du Cameroun, la Constitution de 1996, est disponible sur Internet. Très peu de Camerounais ont pris la peine un jour de lire les 30 pages de ce texte, qui est pourtant le texte qui dit formellement ce qui doit se passer au Cameroun. Donc, je vais seulement ici vous lire ce que prévoit l'article 6 de la Constitution. Hein? L'article 6 de la Constitution. Parce que c'est dans cet article qu'il est dit, il nous est dit ce qui doit se passer au cas où le président de la République n'est plus là. Bon. Le président de la République est élu au suffrage universel direct, égal et secret, à la majorité des suffrages exprimés. Ça, c'est l'alinéa 1. Alinéa 2. Le président de la République est élu pour un mandat de 7 ans. Il est rééligible. Vous voyez, ça a été changé en 2008. Parce qu'avant, dans la Constitution de 1996, il était prévu 2 ans, 2 mandats, pas plus. C'est Biya qui a fait sauter ça après avoir massacré les Camerounais en 2008. Alinéa 3. L'élection a lieu 20 jours au moins et 50 jours au plus avant l'expiration des pouvoirs du président de la République en exercice.
Ça, c'est bon. On passe à l'alinéa 4. En cas de vacances. Donc, article 6, alinéa 4. Si vous avez vos calepins, notez. Pour ceux qui n'ont jamais lu ça, notez. Et il faut que vous alliez lire de vos propres yeux. Nous ne voulons surtout pas nous substituer, nous, votre serviteur des pains spirituels, à votre propre intelligence. Allez lire. Il faut que dans votre vie, vous ayez lu ça. Et que personne ne vienne vous expliquer ce qui est écrit, sans que vous-même vous ne l'ayez lu. En cas de vacance de la présidence de la République pour cause de décès, de démission ou d'empêchement définitif, constaté par le Conseil constitutionnel, le scrutin pour l'élection du nouveau président de la République doit impérativement avoir lieu 20 jours au moins et 120 jours au plus après l'ouverture de la vacance. 120 jours au plus. 120 jours, c'est 3 fois 4, donc pratiquement 4 mois. Il y a 4 mois possibles durant lesquels le président de la République par intérim, on va voir qui ça doit être, peut gérer la vacance. J'espère que dans cet alinéa 4, tout le monde a écouté les conditions dans lesquelles il peut y avoir vacance de la présidence de la République. Et certaines qui me disent souvent, mais est-ce que vous avez la preuve que le président est mort pour dire qu'il y a vacance? Ce sont des ignorants constitutionnels, ce sont des mauvais citoyens, ils n'ont pas lu la loi. La loi dit, en cas de vacance de la présidence de la République pour cause de décès, 1, de démission, ça c'est la deuxième cause. Le président peut démissionner, il peut rédiger une lettre pour dire qu'il démissionne. Et puis, troisième cause, ou d'empêchement définitif. Que signifie l'empêchement définitif? Par exemple, il est dans un état de coma. Que signifie l'empêchement définitif? Par exemple, les médecins certifient qu'il a complètement perdu ses facultés mentales, qu'il est dans un état de démence sénile. Voilà les 3 cas dans lesquels on parle de vacances. Tout le monde a donc compris qu'on ne parle pas de vacances seulement quand il y a un décès. La loi dit, alinéa 4 de l'article 6 de la Constitution, pour cause de décès, virgule, de démission ou d'empêchement définitif. Vous comprenez mathématiquement ce que je vous explique depuis plusieurs mois? Quand je parle de l'intervalle entre le décès, le coma et la perte des facultés mentales, vous ne voyez pas que ça correspond parfaitement à la lettre de la Constitution actuelle? Nous ne parlons pas en l'air. J'ai dit qu'il y a vacance du pouvoir parce que Biya est soit mort, soit dans le coma, d'accord? C'est-à-dire il est définitivement empêché, ou Biya doit pouvoir être dans un état où il pourrait dire « je ne peux plus être président ». Ahidjo avait démissionné. Ahidjo avait démissionné. Il jouissait encore ses facultés mentales et il a démissionné. Donc voilà ce que dit la Constitution. Et nous sommes toujours dans le fameux article 6, que tout le monde doit lire. Et tout le monde doit prendre le temps de lire rapidement les 30 pages de cette Constitution, au moins une fois dans sa vie, avant qu'elle ne change, parce qu'elle va changer. Cette Constitution est une merde, c'est une grosse merde. Cette Constitution est une Constitution anti-populaire, anti-démocratique, anti-camerounaise. Elle doit être changée par le peuple camerounais, le véritable constituant. Mais en attendant, c'est le texte de base. On nous dit, en cas de décès, de démission ou d'empêchement définitif constaté par le Conseil constitutionnel, le scrutin, donc constaté par le Conseil constitutionnel. Vous venez de comprendre pourquoi on est en train d'arranger le Conseil constitutionnel rapidement, à la va-vite. Vous venez de comprendre pourquoi on a nommé Joseph Ouna. Vous venez de comprendre pourquoi le président de l'Assemblée nationale a convoqué rapidement une assemblée plénière du Conseil de l'Assemblée nationale pour, en fait, installer Joseph Ouna. Parce que le Conseil constitutionnel a du travail. Le Conseil constitutionnel du Cameroun a du travail dans le cadre de leur plan de succession de gré à gré. Il faut que tout soit prêt. Ils sont en train d'apprêter le Conseil constitutionnel parce que l'article 4 prévoit que ceci soit constaté par le Conseil constitutionnel. Le scrutin pour l'élection du nouveau président doit impérativement avoir lieu, on a dit 120 jours au plus. Donc vous savez que 120 jours, c'est l'équivalent de 4 mois, n'est-ce pas? 4 mois de 30 jours. Donc, à partir du moment où le Conseil constitutionnel dirait qu'il y a vacance de la présidence de la République, il faut compter au moins 4 mois avant l'organisation de nouvelles élections présidentielles. Il faut compter au maximum 4 mois avant l'organisation de nouvelles élections présidentielles. On continue. On est toujours à l'intérieur de l'alinéa 4 qui a des sous-parties. L'intérim du président de la République est exercé de plein droit jusqu'à l'élection du nouveau président de la République par le président du Sénat. Est-ce que c'est clair pour vous? Et si ce dernier est à son tour empêché
par son suppléant suivant l'ordre de préséance du Sénat. Je recommence. L'intérim du président de la République est exercé de plein droit jusqu'à l'élection du nouveau président de la République par le président du Sénat. Si ce dernier est à son tour empêché par son suppléant suivant l'ordre de préséance du Sénat. Or, quelle est l'information que je vous ai donnée ce soir? Je vous ai dit, de source sûre, que M. Marcel Nyat Ndifendi vient d'être d'urgence évacué du Cameroun dans un avion médicalisé vers la Suisse. M. Marcel Nyat Ndifendi est dans l'incapacité physique d'assurer, en réalité, l'intérim du président de la République, qui est en situation de vacance. La présidence de la République est vacante. Marcel Nyat Ndifendi, qui est un homme de 86 ans, il est né en 1934, c'est juste le cadet de Biya, qui est un vieillard très avancé, incapable de marcher d'ailleurs. Marcel Nyat Ndifendi vient d'être de toute urgence évacué vers la Suisse. Et il me semble que cette évacuation a toutes les allures d'un dernier voyage, d'un aller sans retour. Il est sorti les pieds devant et il est probable qu'il revienne définitivement les pieds devant. Ce qui signifie que ceux qui écoutent bien la lecture de ce texte constitutionnel savent qu'il y a un troisième personnage qui entre immédiatement en scène. Puisqu'on dit que l'intérim du président de la République est exercé de plein droit jusqu'à l'élection du nouveau président par le président du Sénat, et si ce dernier est à son tour empêché par son suppléant suivant l'ordre de préséance du Sénat, c'est-à-dire par le premier vice-président du Sénat. Eh bien, est-ce que vous savez qui est le premier vice-président du Sénat du Cameroun? Le premier vice-président du Sénat du Cameroun, eh bien, pour ceux qui ne savent pas comment il s'appelle, je vous lis à nouveau son nom et je vais vous montrer sa tête. N'est-ce pas? Le premier vice-président du Sénat du Cameroun. Il s'appelle Aboubakari Abdoulaye. Il s'appelle Aboubakari Abdoulaye. Le premier vice-président du Sénat du Cameroun s'appelle Aboubakari Abdoulaye. Jusque-là, c'est un nom qui ne vous dit presque rien. Maintenant, j'ajoute quelque chose que vous ne comprendrez que grâce à ce que j'ai dit dans la première partie de cette conférence. Qui est M. Aboubakari? Qui est M. Aboubakari Abdoulaye? Camerounais, ami du Cameroun. Vous savez qui il est? Eh bien, ce monsieur-là est le Lamido, c'est-à-dire le chef suprême du fameux Lamida de Ré Bouba. Je recommence. Aboubakari Abdoulaye, le voici. Cet homme-là. Cet homme-là, il n'est ni plus ni moins que l'actuel Lamido de Ré Bouba. Ça vous dit quelque chose? Je vous ai expliqué le rôle du Lamido de Ré Bouba dans l'histoire du Cameroun. Je vous ai dit que le Lamido de Ré Bouba est un vassal de la puissance française de longue date. Je vous ai dit que le Lamido de Ré Bouba fait partie de ces autorités traditionnelles du Cameroun qui ont leurs propres entrées au Quai d'Orsay et à l'Élysée et qui ont signé des accords directs avec la France. Et que dans l'arrangement que les Français ont mis en place dans le dos du peuple camerounais en 1950-60, le pouvoir est supposé se partager entre le Grand Nord, c'est-à-dire en réalité le Lamida de Ré Bouba, et le Grand Centre, c'est-à-dire en réalité tout ce groupe-là que les Français ont constitué, que certains appellent aujourd'hui ECAN, et d'autre part, dans un relatif équilibre, dans une relative prise en compte de ce qu'on appelle le grand monde anglophone, la partie anglophone. Donc c'est ce triangle-là que les Français ont mis en place, mais dans ce triangle, le couple puissant, c'est le couple Grand Nord, Grand Centre, c'est-à-dire en réalité l'amido de Ré Bouba et élite du centre-sud choisi par les Français. Donc je suis en train de vous introduire là à l'intérieur de la machine. Et je suis en train de vous introduire à l'intérieur de la machination pour que vous compreniez à quelle sauce on veut manger les Camerounais. Et que vous compreniez que ces gens sont en train de mettre le peuple camerounais dans la sauce. Mais il faut que le peuple camerounais réussisse l'inverse. C'est un grand match qui se prépare entre le peuple camerounais et ses ennemis. C'est un grand match qui se prépare entre le peuple camerounais et ceux qui l'ont éternellement méprisé depuis sa naissance comme peuple républicain dans ce monde. C'est un grand match. C'est l'équivalent de Cameroun-Argentine. L'Argentine.
cette grande nation de football qui allait jouer la finale de la Coupe du Monde 90, affrontait le Cameroun. Et l'Argentine fut battue alors que le Cameroun était laissé à 9 joueurs sur le terrain. 9 joueurs contre 11 en face sur le terrain. C'est dans cette configuration de match que le peuple camerounais entre actuellement. Voici donc le trio infernal qui veut soumettre le Cameroun. L'élite politique française corrompue, l'élite camerounaise corrompue du centre et sud, l'élite camerounaise corrompue du nord. Je recommence. Voici le trio infernal qui veut battre le peuple camerounais au match de la souveraineté. Il est composé de l'élite française corrompue, organisée par M. Jean-Yves Le Drian, ministre français de l'Europe et des Relations des Affaires étrangères. Sous, bien sûr, la protection de M. Emmanuel Macron, qui tolère tout, dès lors que les intérêts des lobbies de l'industrie et de la finance qui lui sont favorables sont garantis. L'élite corrompue du centre-sud, qui est rassemblée dans les 3 clans dont je vous ai parlé. Les 3 clans, je vous ai parlé de 3 clans. Le clan de Mvomeka, le clan de Nanga Eboko et le clan des argentiers armuriers. Tout ça là, ces clans-là sont en réalité les 3 représentants de l'élite corrompue du centre-sud. Actuellement, l'élite anglophone qui participe à ce plan et qui est représentée par des gens comme le vaurien, le dangereux, le crotal d'Atanganji, c'est une élite subalterne parce que les anglophones ont été progressivement débarrassés de toute leur dignité dans le processus de la République du Cameroun. Il fut un temps où il y avait une haute élite anglophone qui participait à ce partage en triangle. Le temps où il y avait les Solomon Tandemuna, le temps où il y avait les John Gufuncha, et même jusqu'à l'époque où il y avait des gens comme Fonkachan Lawrence. Dans cette époque-là, la grande élite anglophone participait vraiment au débat sur le partage national. Elle a été progressivement éliminée. Elle est devenue insignifiante. Dion Gouté, à Tanganji, sont des cadets. Ils exécutent les volontés de l'élite du centre-sud. Dion Gouté et à Tanganji sont des valets de l'élite corrompue du centre-sud. À ne pas confondre avec les ethnies du centre-sud. L'élite corrompue du Nord, incarnée par le Lamido de Rebouba, n'est pas non plus à confondre avec les populations du Nord. Ça, c'est autre chose. Partout à travers le Cameroun, ces élites dont vous entendez parler sont détestées par la population. Ces élites sont honnies et vomies par la population. Mais ce sont elles qui, aujourd'hui, sont donc en train de discuter avec la France de la formule à trouver pour soumettre mon pays natal, le Cameroun. Vous comprenez que je vous en parle à cette heure tardive. Mais ce n'est pas fini. Restons dans le texte constitutionnel. Restons dans le texte constitutionnel pour bien voir comment ces malfrats sont en train de s'organiser contre notre peuple. Le président de la République par intérim, le président du Sénat ou son suppléant, ne peut modifier ni la Constitution ni la composition du gouvernement. Il ne peut recourir au référendum. Vous avez entendu? Il ne peut recourir au référendum. C'est-à-dire que celui qui va assurer l'intérim de la présidence de la République, dans le cas d'espèce, ça devrait être le fameux monsieur Aboubakari. Ça devrait donc être le fameux monsieur Aboubakari Abdoulaye. Aboubakari Abdoulaye, selon la Constitution, n'a pas le droit de recourir au référendum. S'il ne faut pas que ça vous échappe. Qu'est-ce que ça veut dire, il ne peut pas recourir au référendum? C'est-à-dire que le monsieur ne peut pas organiser des assises nationales pour une modification de la Constitution. Parce que pour que la Constitution soit entièrement révisée, il faut un référendum. Et on dit que le président par intérim ne peut pas convoquer tous les Camerounais. Il ne peut pas les inviter à venir s'asseoir pour mettre en place, effectivement, de nouvelles institutions. Non, il n'a pas le droit. Il a un carcan, il est seulement là pour exécuter un programme, organiser la succession de gré à gré, tel que le régime et les Français l'ont conçu. Il n'a pas à changer, vraiment, pas une virgule. Il n'a aucun pouvoir. On continue. Il ne peut être candidat à l'élection organisée pour la présidence de la République. Donc, en fait, il est là pour organiser l'accès au pouvoir de quelqu'un d'autre. Donc, M. Aboubakari Abdoulaye
est supposé organiser la centre-sud. C'est ça que ça veut dire. Je recommence, parce qu'il y en a qui risquent de ne pas comprendre. Je m'en voudrais de ne pas avoir été le plus clairement pédagogique. Aboubakari Abdoulaye, qui va donc être, selon la Constitution, le président par intérim de la République du Cameroun, lui, il ne sera pas candidat à l'élection. Ça, c'est un. Il n'a pas le droit de toucher à la Constitution. Il n'a même pas le droit de donner la parole au peuple camerounais. C'est pour ça que le référendum est interdit. Le peuple camerounais n'a rien à dire. On dit, vous là, nous, fermez vos gueules. Les Camerounais n'ont rien à dire. C'est pour ça qu'il n'y a pas de référendum dans cette période-là. On ne veut rien entendre. On ne veut pas entendre quelqu'un. Le peuple camerounais doit vaquer à ses occupations, qu'il aille dans les bars, dans les boîtes de nuit, dans les tournes d'eau, qu'il aille là-bas. Le peuple camerounais, qu'il aille faire ce qu'il veut, qu'il aille sur les routes du désert, du Sahara, que les Camerounais vaquent à leurs occupations. Ce n'est pas leur affaire. Il n'y a pas de référendum. Ça se déroule là-bas en haut, entre eux. Voilà ce que dit la Constitution. C'est pour ça que je vous dis que cette Constitution est l'une des pires gifles qu'on puisse infliger à un peuple. C'est un carcan. Cette Constitution, c'est des chaînes d'esclavage. Et donc on dit que il ne peut être candidat à l'élection organisée pour la présidence de la République. Ce qui veut dire que ce type-là est là pour organiser l'arrivée au pouvoir d'un membre du RDPC qui sera soit élu et issu de l'élite du centre-sud, soit de l'élite du nord. Or, dans l'équilibre actuel du pouvoir, les groupes qui possèdent les armes, les groupes qui possèdent la puissance de feu dans le régime de M. Biya, ce sont les groupes des élites corrompues du centre-sud. Je recommence. Dans la structure actuelle du pouvoir camerounais, Biya a renforcé la puissance militaire des élites corrompues du centre-sud. Ce sont ces élites qui détiennent le BIR. Ce sont ces élites qui détiennent la garde présidentielle. Ce sont ces élites qui détiennent le quartier général à Yaoundé. Ce sont ces élites qui détiennent les forces aéroportées de Koutaba. Ce sont ces élites qui détiennent l'essentiel des brigades les plus opérationnelles, comme les brigades avec lesquelles le général Valère Nka sème la mort dans le nord-ouest. La fameuse 51e brigade, qui est l'une des plus armées du pays, et qui est dirigée par Valère Nka, celle qui a massacré en Garbou, qui massacre dans le Lébialem. Tous ces gens-là, toutes ces forces très spéciales de l'armée camerounaise sont entre les mains de l'élite corrompue du centre-sud. Il s'ensuit que Aboubakari Abdoulaye n'a pas tout à fait physiquement intérêt à vouloir proposer ou même imposer un candidat issu de la partie nord. Parce que s'il le fait, il va se retrouver dans un schéma où il peut subir une contre-attaque par coup d'État. Alors, la solution pour lui, c'est soit de demander aux tuteurs français d'imposer l'alternance. Vous voyez pourquoi le mot alternance ne prouve pas le changement démocratique, non? Aboubakari peut demander aux tuteurs français d'imposer l'alternance. C'est-à-dire, Ahidjo a fait 25 ans, Biya a fait 38 ans. Il faudrait maintenant qu'un fils du Nord, béni par le Lamido de Rebouba, fasse son tour. Que ce soit le tour à nouveau d'un fils du Nord, béni par le Lamido de Rebouba. Vous avez compris? Je recommence, hein? Quand vous entendez des noms comme les Alamine May, qui traînent à l'intérieur du gouvernement, vous entendez des noms, il y a des noms qui sont là. Monsieur Aboubakari Abdoulaye ne manquera pas de venir auprès des Français qui possèdent une puissance militaire supérieure à celle des clans au pouvoir au Cameroun pour leur dire ce que vous aviez dit à mon père. Vous aviez dit à mon père a soutenu le président Biya. Mon grand-père a soutenu Ahidjo. Donc moi, maintenant, je viens vous demander, grand frère les Français, Ahidjo a fait 25 ans. Ensuite, Ahidjo a cédé à nos frères du centre-sud. Biya a fait 38 ans. Est-ce que ce n'est pas notre tour, selon ce que vous aviez dit? Mais je n'ai pas les armes. Biya a créé une garde présidentielle, un BIR. Il a créé vraiment... Biya a une force de feu, une puissance de feu telle que si je propose le nom, si je défends un fils du Nord, ils vont le tuer. Peut-être moi-même, ils vont me tuer. Donc, c'est vous les Français seuls qui pouvez leur parler. Vous comprenez pourquoi ça coince actuellement? Je recommence. Vous comprenez pourquoi actuellement, là, ils n'ont toujours pas trouvé une solution? Parce que les Français ont ce problème à résoudre. Les Français doivent résoudre le problème de l'alternance à l'intérieur de ce groupe de voyous, collaborationnistes,
ennemis du peuple camerounais qu'ils ont installés à la tête du Cameroun depuis 1960. Est-ce que c'est clair pour tout le monde? Est-ce que c'est clair pour tout le monde? Bon, si c'est clair pour tout le monde, on continue à lire l'article 6 de la Constitution que beaucoup ne connaissaient pas et à l'intérieur duquel il y a tout. Vous voyez certaines élites du Nord qui sont là, qui sont arrogantes. Elles sont protégées par le lamido de Rey Bouba. Aboubakari Abdoulaye est le parrain, c'est le parrain. Si vous connaissez le fameux film Le Parrain, celui qui fait entrer dans la haute hiérarchie politique les fils du Nord, c'est le lamido de Rey Bouba. Dès qu'il donne sa bénédiction, tu es ministre. Dès que lui, il te choisit, tu es ministre. Et quand il te choisit, il donne ton nom à Paris. Il ne donne pas seulement ton nom à Yaoundé, hein. Il donne à Yaoundé et il donne à Paris. Si Yaoundé commence à hésiter, Paris appelle Yaoundé pour dire, écoutez, dans le cadre des arrangements compréhensifs qui ont été mis en place depuis les années 50, vous savez, sur le général de Gaulle, vous savez très bien qu'il faut systématiquement accorder une certaine préséance à l'autorité du lamido de Rey Bouba dans le Nord. Et donc, nous avons connaissance de ces propositions. Il souhaiterait que M. Alamine Mey soit ministre, qu'il soit promu. Voici les noms. Nous pensons que dans le cadre de la stabilité du Cameroun, Monsieur le Président Biya, vous devriez prendre cela. Biya dit, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. Donnez-moi la liste. Il les nomme. Donc, ils ont maintenant un problème. They have a very serious problem. Le pouvoir à l'intérieur de cette élite de voyous va-t-il donc retourner au Nord? Le pouvoir va-t-il donc retourner au Nord? C'est pour cela que le président Maurice Kamto a fait de la notion du non à la succession de gré à gré un élément de résistance. Le peuple camerounais dit non. Le peuple camerounais dit non. Le pouvoir ne va pas retourner à quelqu'un parce qu'il est originaire de telle région. Non, non, non. Nous disons non. Et c'est ça le problème qu'ils ont. Comment nous faire accepter ce qu'ils ont fait accepter en 1960, ce qu'ils ont fait accepter en 1982? Comment nous le faire accepter? Si par contre, Aboubakari se soumet à la dictée du clan oligarchique du centre-sud, c'est-à-dire des trois clans que je vous ai souvent parlé, dont je vous ai souvent parlé, à savoir le clan de Vomeka, le clan de Nanga Eboko et le clan des armuriers argentiers. Si finalement Aboubakari se soumet à ces gens-là et organise donc effectivement une intronisation, parce que lui c'est une intronisation, les élections au Cameroun sont des intronisations, on ne tient pas compte de ce que les populations s'en vont soi-disant mettre dans les yeux, on s'en fout de ça. Eux ils choisissent le président et ils nous l'imposent, c'est comme ça en 60, c'est comme ça en 82, c'est comme ça même en 2018, c'est ce qu'ils ont fait. Maintenant, si Aboubakari doit choisir, le problème d'Aboubakari, c'est qu'il fait face à un éveil sans pareil des populations du Cameroun, et notamment des populations du Nord Cameroun. Il y a une contestation énorme, parce que Aboubakari représente la domination féodale dans le Nord Cameroun. Et les jeunes Camerounais du Nord Cameroun aspirent à vivre dans une république. Ils ne veulent plus, dans leur écrasante majorité, être soumis à l'obscurantisme d'un lamido. Ça, c'est son premier obstacle. Son deuxième obstacle, c'est que l'écrasante majorité des Camerounais ne comprend pas qu'en 2020, l'accès à la fonction de président de la République soit encore décidé par la France et par un groupe d'élites corrompues qu'ils ont vomi et qu'ils ne supportent plus. Même pas simplement de voir. Donc, le texte dit, toutefois, en cas de nécessité liée à l'organisation de l'élection présidentielle, le président de la République par intérim, c'est-à-dire M. Aboubakari, vous voyez, c'est lui qu'on veut placer à ce poste-là, peut, après consultation du Conseil constitutionnel, modifier la composition du gouvernement. Vous voyez encore le rôle clé du Conseil constitutionnel. Vous comprenez pourquoi on s'empresse d'y installer le voyou de Joseph Ouna. Vous comprenez pourquoi ils sont en train de prendre rapidement des dispositions pour que leur conseil soit prêt. Les candidats aux fonctions de président de la République doivent être des citoyens camerounais d'origine, jouir de leurs droits civiques et politiques et avoir 35 ans révolus à la date de l'élection. Je crois qu'ils n'auront pas de mal à trouver des gens qui remplissent ces conditions. Le régime de l'élection à la présidence de la République est fixé par la loi. Ok. Écoutez, ce que nous venons de lire là, nous venons de lire et de commenter l'article 6 de la Constitution du Cameroun. J'espère que vous vous êtes rendu compte que
Si Aboubakari, là, le premier vice-président du Sénat, est à son tour empêché d'assumer la vacance, on se retrouve dans quelle situation? Écrivez, je voudrais voir vos commentaires. Je pose une question au peuple qui m'écoute. Si le premier vice-président du Sénat, M. Aboubakari Abdoulaye, lui aussi, se est empêché, dans quelle situation allons-nous nous trouver au Cameroun? J'attends quelques commentaires pour voir ce que vous dites. Qu'est-ce qui va se passer si Aboubakari Abdoulaye, le lamido de Rey Bouba, qui est supposé assurer l'intérim de Niak Ndjifenji et donc de Paul Biya, si ce type-là, lui aussi, tombe brusquement malade, ou meurt, ou fuit, ou dit qu'il ne peut pas, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, ce qui va se passer, c'est que nous allons être dans ce qu'on appelle un vide constitutionnel. Et si nous sommes dans un vide constitutionnel, je vous remercie, beaucoup ont répondu correctement, je pense. Si nous sommes dans un vide constitutionnel, vous savez ce qui va se passer? Ben, je vous en informe. La France va organiser un groupe d'officiers, un officier qui va prendre le pouvoir et gérer une transition pour organiser la même élection truquée qu'Aboubakari est supposé organiser. Je recommence. S'il crée, alors, non, on n'a pas écrit deuxième vice-président, hein. Quand on dit par ordre, machin, là, c'est pas écrit. Le problème, c'est que le texte, vous dites par ordre, suivant l'ordre de préséance du Sénat. Attention, mais on a dit, il est empêché, ce dernier à son tour par son suppléant selon l'ordre du Sénat. On n'a pas dit le deuxième vice-président du Sénat, hein. On a dit le suppléant. Donc, ça peut parfaitement être là le fondement d'un vide constitutionnel. C'est pas précis. C'est pas précis. Ça ne va pas glisser au troisième vice-président du Sénat, quatrième vice-président. Non, c'est pas écrit. On a dit le suppléant. On n'a pas dit ses suppléants. Hein. On dit très bien, il ne peut... Alors, si ce dernier est à son tour empêché par son suppléant selon l'ordre de préséance du Sénat. Le suppléant du président du Sénat. Si on vous dit que le président du Sénat n'a pas de suppléant, vous faites quoi? Vous êtes dans le vide constitutionnel. Vous êtes dans le vide constitutionnel. Donc, il faut que tout le monde se dise très clairement, ces gens peuvent aller jusqu'à créer un vide constitutionnel pour légitimer un coup d'État militaire, pour légitimer une transition militaire. Je voulais quand même vous mettre cette idée-là en tête. Ils peuvent ne pas, si Aboubakari ne peut pas, ils peuvent ne pas prendre le deuxième vice-président du Sénat. Non. Ils peuvent, en réalité... Et mieux encore, ils peuvent aussi, s'ils se rendent compte qu'Aboubakari ne fait pas leurs affaires, qu'Aboubakari ne veut pas abandonner la place du Nord, le tour du Nord, dans leur petit calcul, ils peuvent empêcher Aboubakari d'exercer l'intérim pour aller chercher un de leurs vassaux parmi les deuxième, troisième, quatrième, cinquième. Ça, je suis d'accord. Mais ils peuvent aussi dire, bon, Aboubakari ne peut pas, il y a vide constitutionnel. Bon, mon général, un tel, prenez le pouvoir. Et nous vous donnons toute l'attitude pendant, vous avez 1 an pour organiser de nouvelles élections. Oui. Donc, il faut savoir que le Cameroun est maintenant à la croisée des chemins. Tout est possible au Cameroun. Ils veulent organiser une succession de gré à gré. Aboubakari est supposé organiser la victoire électorale d'un membre du RDPC issu du Nord ou issu de ce qu'on appelle le Grand Centre. Si ce n'est pas le cas, ils vont provoquer une situation de coup d'État militaire. Et ce sont des militaires qui vont tenir la transition et organiser, une fois de plus, en réalité, la reproduction du régime. Parce qu'ils auront vocation à organiser une mascarade électorale au profit d'un candidat choisi et béni avec l'approbation de la France. Et là, vous avez la deuxième partie de cette conférence. J'espère que tout le monde a compris ce qui est en train de se faire. La succession de gré à gré, concrètement, elle est enclenchée. Le départ de Marcel Niat indique que le lamido de Rey Bouba prend les choses en main. Et quand le lamido de Rey Bouba prend les choses en main, c'est la dictée française sur le peuple camerounais qui est appliquée. C'est la dictée française qui est appliquée. Et je dis qu'ils sont capables d'empêcher le fonctionnement même de cette suppléance par le premier vice-président du Sénat pour provoquer une situation de coup d'État et nous imposer une transition militaire.
Donc voilà la situation. Quand j'ai dit alerte, le gré à gré est en cours, ce n'était pas une fiction. J'espère que tout le monde vient de le comprendre, au regard des éléments d'appréciation que j'ai mis à votre disposition. On n'a pas mis Aboubakari Abdoulaye à cette position par hasard. Ils avaient prévu ce qu'ils allaient faire. Eux, ils savaient ce qu'ils allaient faire. C'est le peuple camerounais qui, lui, ne savait pas ce qu'ils allaient faire. Mais eux, ils savaient ce qu'ils allaient faire. Eh bien, maintenant, nous en venons à la troisième et dernière partie de cette conférence. Il sera 4 heures du matin dans 23 minutes. Comment empêcher la succession de gré à gré qui est en train de se faire sous nos yeux au Cameroun? Le président Maurice Kamto, président élu du 7 octobre 2018, nous a prévenus. Il dit d'être prêt en tant que citoyen à passer à l'action. En quoi consistera l'action? À quel moment l'action sera-t-elle utile? Il me semble que on commettrait une erreur tactique et stratégique en n'agissant pas avant que eux, ils aient déclenché leur procédure. Je veux dire qu'il faut obliger le régime à reculer en mobilisant le plus tôt possible les Camerounais pour prendre les rues et dire que nous voulons la libération de nos prisonniers politiques, anglophones, francophones. Nous voulons la tenue d'assises nationales sur le système électoral, sur la loi électorale, sur la Constitution, pour résoudre le problème anglophone. Nous voulons un nouveau référendum constitutionnel et sur la base de ce nouveau référendum constitutionnel, de la nouvelle loi électorale et du nouvel organe électoral, nous voulons effectivement de nouvelles élections présidentielles anticipées, de nouvelles élections législatives anticipées, de nouvelles élections locales anticipées. Je pense qu'on n'a aucun intérêt à attendre que ces gens aient fini de mettre en place leurs mécanismes. Je le dis à haute voix ici, au peuple camerounais. Nous n'avons aucun intérêt. Et cette analyse, je la soumets à l'appréciation du leader de la résistance camerounaise, professeur Maurice Kamto. Quand il a dit, après l'attaque de sa résidence l'autre jour, le 25 mai, que le peuple camerounais doit être prêt, moi j'ai interprété cela comme il faut être prêt à agir sans délai. Dans toutes les grandes villes du Cameroun, les citoyens doivent être prêts à prendre la rue sans délai. Les citoyens doivent être prêts à imposer un rapport de force du 100 contre 1 sur toute l'étendue du territoire national pour obliger l'oligarchie France, Nord, Centre-Sud à négocier, à se soumettre à la volonté du peuple camerounais de fonder une nouvelle république. Toute stratégie qui consisterait à les laisser d'abord faire et à réagir après serait une stratégie qui nous conduirait à la défaite. Alors, parce que si on les laisse d'abord faire, c'est-à-dire qu'on laisse Aboubakari prendre l'intérim de Paul Biya, puisque Marcel Niat n'est pas capable de le faire. On est là, on ne dit rien. On laisse Aboubakari dire qu'il va organiser des élections dans 3 mois. On est là, on ne dit rien. On laisse Aboubakari, le RDPC, annoncer que M. Untel est son candidat, par exemple, M. Franck Biya est son candidat à l'élection présidentielle anticipée de 2020. On est là, on ne dit rien. On laisse la date en question approcher. Et au moment où la date en question approche, nous disons, mais écoutez, les conditions électorales ne sont pas remplies, la loi électorale est... Non, mais écoutez, vous pensez sérieusement qu'il faut laisser la mise en place de tout ce dispositif avant de le contester? Non, peuple camerounais. Ce serait une erreur très grave. Il faut anticiper. Nous devons anticiper. Nous devons prendre ces gens-là à la gorge. La vacance de la présidence de la République doit être le fondement de la mobilisation la plus urgente du peuple camerounais. Je recommence. La vacance actuellement évidente de la présidence de la République doit être le fondement de la mobilisation la plus urgente du peuple camerounais. Il ne faut
pas attendre de savoir ce que Niat Ndifendi va devenir. Il ne faut pas attendre que Aboubakari devienne le président du Sénat et qu'Aboubakari devienne le président par intérim. Il ne faut pas laisser à Aboubakari le temps de s'installer, de commencer ses tractations. Hein? Il ne faut pas laisser au RDPC le temps d'organiser son entourloupe. Si le peuple camerounais est dans les rues du Cameroun, le plus tôt possible, les Français, l'élite du Nord, notamment le Lamido de Rebouba, qui sera donc le président intérimaire du Cameroun, l'élite, les trois clans du centre-sud, les trois clans qui cornaquent le Cameroun à partir du centre-sud, c'est-à-dire le clan de Nanga, le clan de Vomeka et le clan des argentiers armuriers, tous ces gens-là seront paralysés. Ils auront le choix entre sauver leur vie et tenter de s'accrocher au pouvoir. Je recommence. Si le peuple camerounais anticipe tous ces gens-là, comme ce sont de grands voleurs qui ont entassé des milliards à l'étranger, ils préféreront se mettre à l'abri, aller vivre de leurs milliards et observer ce que la situation va donner. Ce ne sont pas des gens qui sont prêts à mourir pour le pouvoir. Non. Ils sont prêts à mourir pour l'argent volé qu'ils ont entassé dans de nombreux comptes bancaires, en Suisse, dans les paradis offshore, dans les paradis fiscaux. Ça, ils sont prêts à mourir pour cela. Il faut savoir que dans leur psychologie, mourir pour le Cameroun, c'est bête. Ça ne sert à rien. Parce qu'ils ont déjà tellement pillé le Cameroun. Donc tout ce qu'ils veulent voir, si le peuple camerounais fait preuve de faiblesse, d'attentisme, si le peuple camerounais est complètement coupé et décalé des mécanismes de la succession de gré à gré, eh bien, ils vont mettre en place la succession de gré à gré et s'assurer 20 ans, 30 ans, 40 ans de plus à la tête du Cameroun. Et leur arrogance, cette fois-ci, sera pire qu'avant. Le peuple camerounais souffre déjà de ces arrogances cyniques et pervers. Mais si ces gens-là prennent encore le Cameroun pour 10, 20, 30 ans, le Cameroun sera Haïti. Ils vont haïtiser le Cameroun et le Camerounais. Ce sera un pays déchet à ciel ouvert. Un pays déchetterie à ciel ouvert. Donc, il ne faut pas leur laisser le temps de s'organiser. Ils sont en train de s'organiser. Ils nous ont bien montré, le 25 mai, qu'on peut manifester avec le masque anti-Covid. Ils n'ont pas montré ça. Est-ce que la police les a empêchés de manifester avec le masque anti-Covid? Les deux tondus, trois pelés armés qui sont venus devant la porte du président Kamto. Ils ont été empêchés par la police? Non. Parce que eux, ils font les affaires du pouvoir. Mais si le peuple camerounais, si notre peuple sort en quantité suffisante, la police ne réprimera pas. Les policiers ne vont pas chercher à mourir pour un cadavre. Les policiers ne vont pas chercher à mourir pour un pouvoir inexistant. Un pouvoir qui ne leur garantit pas de visibilité sur les 10 prochaines années de leur vie. Les gendarmes non plus, les militaires non plus. Nos frères et sœurs de la police, de la gendarmerie et de l'armée aimeraient être libérés par le peuple camerounais. Je recommence cette idée-là. Paradoxalement, il y en a qui ne se rendent pas compte que c'est le peuple camerounais qui va libérer les policiers, les gendarmes et les militaires de la dictature de cette oligarchie criminelle. Les militaires, les gendarmes et les policiers ont aussi peur du BIR et de la garde présidentielle. Ils ont peur d'être tués par la milice prétorienne de Biya. Ils obéissent aux ordres parce qu'ils sont soumis aux ordres et parce qu'ils sont sous la contrainte du risque d'être eux-mêmes assassinés par la milice du pouvoir. Donc imaginez qu'ils soient complètement envahis par l'immensité de la mobilisation populaire. Mais les policiers seront contents le jour-là. Vous allez voir des policiers danser avec le peuple camerounais. Vous allez voir les gendarmes danser avec les Camerounais. Vous allez voir les gendarmes applaudir les Camerounais. Une fois qu'ils vont être sûrs que la mobilisation est telle que leurs chefs ne peuvent pas les punir, ils vont nous rejoindre. Il faut que vous compreniez cela. Une fois que ces gens-là vont voir la masse populaire qui est dehors, et qu'ils vont avoir la certitude que leurs chefs ne peuvent plus les punir, parce que même leurs chefs sont débordés, ces gars-là vont nous rejoindre. Ce sont eux-mêmes qui vont organiser les manifs. Les policiers seront là pour dire, passez plutôt par là. Passez par là. Non, par ici. Hein? Certains vont même vouloir être flattés par la population. Certains vont même faire monter la population sur les véhicules militaires, les véhicules de gendarmerie et de police. Hein? Certains vont se mettre sur les chars
pour applaudir la population. Nous avons vu ça en Égypte, nous avons vu ça face à des armées plus puissantes que l'armée camerounaise, qui se sont mises à applaudir la population. Quand tu es dans un char et que tu es encerclé par 500, 600 types, tu fais quoi? Tu les applaudis, tu sors au-dessus de ton char, tu applaudis les gars. Et tu leur dis que tu es avec eux, que toi-même tu ne savais pas que c'est ce qu'ils allaient faire. Tu es dans une Jeep de gendarmerie. La Jeep, quand vous arrivez sur un carrefour, il y a déjà sur le carrefour là 2000, 3000, 4000 Camerounais. Vous êtes 25 dans la Jeep. Tu fais ton malin. Vous, les 25 militaires qui êtes dans la Jeep, avec 2000 Camerounais autour de vous, vous faites votre malin. Non, vous les applaudissez. Vous parlez doucement. Vous parlez doucement. Vous dites, ouais, non, non, on nous a demandé de régner, de veiller sur l'ordre, hein, mais nous sommes là pour vous. Hein. C'est comme ça qu'ils vont vous parler. Notez bien les phrases que je vous dis là. Les gendarmes, là, nous sommes là pour vous, hein, mon frère. Ah, pardon, nous tous là, c'est notre pays. Nous-mêmes, on veut rentrer vivant à la maison. Manifester, hein, c'est notre pays. Hein. Si vraiment, vous savez que c'est notre pays, ne cassons pas, puisque dans tous les cas, les gens là vont partir, nous, on va rester ici ensemble. Donc, ça dépend de vous. Mais nous, on ne va rien faire. Et vous allez les entendre dans leur talkie-walkie, à leur patron. Oui, allô, monsieur le commandant. Allô, monsieur le commissaire. Allô, monsieur le préfet. Allô, monsieur le sous-préfet. Allô, monsieur le gouverneur. Allô, monsieur le ministre. Allô, monsieur le secrétaire général. Situation ingérable. La masse populaire est telle que nos hommes ne peuvent pas tirer. Si nos hommes font feu, ce serait suicidaire pour eux. Il me semble que, franchement, nous faisons face à une insurrection citoyenne énorme. La population est anormalement partout dans Yaoundé. Nous ne pouvons pas procéder à la répression. Excellence, quelle disposition prendre? À un moment donné, ce sont même les militaires qui vont dire aux hommes politiques, annoncez votre démission. Ce sont les officiers de gendarmerie, de l'armée là, qui seront sur le terrain, qui vont appeler les ministres pour dire, monsieur le ministre, selon les informations que j'ai à ma disposition, les populations sont en train de venir chez vous là-bas. Donc peut-être qu'il faut déjà faire un acte de communication pour dire que vous démissionnez. Vraiment, c'est un conseil, hein. Monsieur le Premier ministre, annoncez votre démission. Hein. Les gens sont très fâchés. Ça ne va pas. Moi-même, je viens d'enlever ma tenue. Je rentre au village. Je ne suis plus dedans. Oui, c'est comme ça que les Mobutu sont tombés. C'est comme ça que les pouvoirs finissent. Donc, attention, c'est cela, c'est cette difficulté que nous devons leur créer. Et nous ne pourrons pas leur créer cette difficulté s'ils ont eu le temps de s'organiser. Nous ne pourrons pas donner au peuple camerounais sa chance si nous avons laissé à l'ennemi du peuple camerounais le temps de s'organiser. Oui, vous êtes actuellement 11 000 personnes sur YouTube à suivre la présente conférence. Vous étiez tout à l'heure exactement 11 000. M'a-t-on signalé. Vous êtes environ 1600 personnes sur Facebook à la suivre. J'espère que nous sommes bien avancés, que tout le monde comprend bien ce à quoi nous avons affaire. J'espère que c'est maintenant clair pour tout le monde. Donc, la question décisive de la révolution pacifique du peuple camerounais, c'est celle du timing. C'est la question du timing. On voit Niat monter, partir en Suisse. On sait qu'il reviendra difficilement debout de là-bas. On sait que Biya a disparu depuis début mars. On sait que la présidence de la République est vacante. Qu'est-ce qu'on attend? Qu'est-ce qu'on espère? Croit-on qu'il y aura un miracle qui descendra du ciel sauver le Cameroun? Non. Le miracle, c'est nous, c'est vous et moi, c'est nous tous là, ici rassemblés. Le miracle est dans nos mains. Le miracle, c'est nous, c'est vous et moi, ici rassemblés. Le miracle est dans nos mains. Il est dans les mains des populations de Maroua, de Garoua, de Ngaoundéré, de Bamenda, de Bouéa, de Douala, de Yaoundé, de Bertoua, de Bafoussam, de Bolova. Il est dans les mains des populations du Cameroun tout entier, les populations de Fumban. Il est dans les mains des populations de Kaélé. Il est dans les mains du peuple camerounais. Et le peuple camerounais ne doit plus s'en laisser compter. Il doit sans délai
prendre acte de la vacance de la présidence de la République et mettre la pression pour le programme en 5 points. La libération des prisonniers politiques, la tenue des assises nationales inclusives ayant pour but de discuter du problème anglophone et concevoir un nouveau projet constitutionnel pour le pays. Ce sera sans doute, à mon avis, une constitution fédérale. Troisièmement, mettre en place un nouvel organisme électoral consensuel, une nouvelle loi électorale consensuelle. Quatrièmement, organiser de véritables élections démocratiques, présidentielles, législatives, municipales. Et enfin, instaurer un véritable état de droit. Cela, eh bien, c'est l'affaire du peuple camerounais. Et toute personne qui dit les Camerounais doivent attendre. Abou Bakari va nous dire comment on va faire. Paul Biya reviendra pour nous dire comment on va faire. Toute démarche de cette nature est en train de préparer l'installation du peuple camerounais dans la continuité de la dictature. Voilà ce que je tenais à dire cette nuit. Que nul ne dise « je ne sais pas ce qui est en train de se faire ». Que nul ne le dise. Donc pour nous, le maître du timing de la lutte et de l'opposition, à partir des éléments d'analyse qui sont en sa main, lui qui est sur le terrain, c'est le président élu du peuple camerounais, professeur Maurice Kamto. Il nous a dit d'être prêt. La seule question qui se pose pour nous, c'est d'être prêt. Il nous a dit d'être prêt. Ce qui veut dire que l'action peut avoir lieu dès demain. Elle peut avoir lieu dès maintenant. L'action peut avoir lieu dès après-demain. L'action peut avoir lieu à partir de n'importe quel moment, considéré comme le moment de mise en œuvre de la pression populaire et pacifique contre le système répressif. Il a dit d'être prêt. Quand on dit d'être prêt, c'est être prêt quand? C'est maintenant, là, toi qui parles. Là, vous êtes 11 000 sur... YouTube et 1400 sur Facebook. Être prêt, c'est être prêt maintenant. Ce n'est pas être prêt dans 3 mois, dans 4 mois, dans 5 mois, mais ces gens, ils auront fini de s'organiser. Ils auront fini de faire ce qu'ils ont prévu de faire. Si on est là à espérer que un miracle vienne d'eux. Bon, j'espère que nous pouvons conclure cette conférence maintenant. En conclusion, la procédure de succession de gré à gré est parfaitement en cours au Cameroun. Les 3 clans du pouvoir au niveau donc, du centre-sud, à savoir le clan de Nanga, le clan de Vomeka et le clan des argentiers armuriers, sont en train de se bagarrer. Mais ils se bagarrent aussi contre le clan du Grand Nord, dirigé par le lamido de Rebouba. Les Français sont à l'arbitrage de tout ceci. Et ils n'ont pas encore très clairement trouvé la formule, mais ils ont décidé de passer à l'action. Les Français ont décidé de mettre en place, de faire constater la vacance de la présidence de la République et de mettre en place l'intérim. Les Français sont en train de confier l'intérim à leur allié de longue date, le chef du lamido de Rebouba, le lamido historique de Rebouba, M. Abou Bakari Abdoulaye. Celui-ci sera chargé donc d'organiser l'élection présidentielle truquée de plus pour un membre du RDPC. Ce qui n'est pas encore clair pour les Français et pour l'élite du pouvoir du régime Biya, c'est ce membre du RDPC sera-t-il issu du Grand Nord ou sera-t-il issu du Centre-Sud? Les Français n'ont pas encore tranché avec leurs alliés de Rebouba, du Lamido, leurs alliés du Centre-Sud, les 3 clans qui sont d'ailleurs rivaux, le clan de Louis-Paul Moutazé, les argentiers financiers qui corrompent une partie des âmes sensibles de notre diaspora, le clan de Franck Emmanuel Biya, donc que j'appelle le clan de Vomeka, le clan de sa belle-mère, Madame Chantal Pulchéry Biya, le clan de Nanga Eboko, cornaqué par Ferdinand Gongo, l'évacuateur de sa famille, qui, nous dit-on, aurait abondamment pleurniché sur le tarmac de l'aéroport de Yaoundé au moment de se séparer des siens, alors qu'il a organisé les massacres de nos enfants, de nos frères et sœurs,
à Lébialem, les massacres de nos enfants, de nos frères et sœurs en Garbou, les massacres de nos enfants et de nos frères et sœurs à Fontem, grâce au très sanguinaire, au très dangereux général de brigade Valère Nka, celui qui commande la 5e RMIA, RMIA 5, région militaire interarmes, numéro 5, basée à Bamenda, et qui est aujourd'hui dans le collimateur de la Cour pénale internationale et qui est dans le collimateur de la Cour internationale de justice et qui est dans le collimateur des enquêteurs des Nations Unies et qui bénéficie encore pour quelque temps de la couverture habituelle de la France, mais les temps changent. Oui, parce que les temps sont en train de changer. Les temps changent. Tous ces gens-là seront confrontés à la réalité de leurs actes. Alors donc, tout ce monde-là est en train de s'organiser. M. Aboubakari va incessamment être mis en pole position par le Conseil constitutionnel. Ils ont prévu une réunion du Conseil constitutionnel au mois de juin, en début juin si je ne m'abuse. D'ailleurs, le président de l'Assemblée nationale, Kava Yegué Djibril, a d'ores et déjà convoqué une assemblée plénière du Parlement pour compléter le Conseil constitutionnel afin que le Conseil constitutionnel puisse faire son travail. Ce Conseil va constater la vacance. Ils vont finalement nous dire soit que Paul Biya est mort, soit que Paul Biya est dans un état de coma végétatif, soit que Paul Biya est empêché et qu'il ne peut plus exercer la fonction. Vous savez, dans les 3 cas, dans tous les cas, c'est ce qu'ils vont nous dire. Ils vont constater la vacance. Ils sont fatigués de mentir. Ils vont arrêter de mentir. Ils vont arrêter de fabriquer du billet actif alors que tout le monde voit que l'homme est inactif, inopérationnel, que la présidence est vacante. Les Français ont décidé maintenant de combler le vide politique évident qu'il y a au sommet. Ils sont fatigués des organisations de Biyaoud. Même dans l'hypothèse où M. Biya, qui serait en démence sénile ou qui serait en coma, réussissait par impossible à se relever, les Français ont décidé de faire constater la vacance et d'organiser la succession parce qu'ils ne veulent pas courir le risque d'une succession en contexte instable et défavorable. Face à cela, le peuple camerounais, en résistance, avec son leader, le président élu Maurice Kamto, est-ce que le peuple camerounais a le temps? Est-ce que le peuple camerounais doit laisser le temps au temps? Moi, c'est mon point de vue, et je crois que le président Maurice Kamto pense comme moi, je pense comme le président Maurice Kamto sur ce point aussi, c'est que le peuple camerounais doit être prêt et que l'action est incessante. En quoi va consister l'action? Je l'ai expliqué dans toutes les conférences dans le passé, je le réexplique. L'action, ça sera que le plus grand nombre possible de Camerounais sortent et paralysent l'appareil répressif, l'appareil administratif, l'appareil politique de ce pays dans le cadre d'une revendication en 5 points. La libération immédiate de tous les prisonniers politiques, la tenue d'assises nationales pour repenser la forme de l'État, donc la Constitution, la mise en place d'une nouvelle loi électorale et d'une nouvelle commission électorale, la tenue de nouvelles élections présidentielles inclusives. Et quand on dit inclusive, là, ça veut dire que les 3 millions à 4 millions de Camerounais de la diaspora auront été réintégrés avant l'élection. Ils auront été réintégrés dans le corps électoral national. Il y a 3 à 4 millions de Camerounais qui ont acquis des nationalités étrangères, donc qui sont des binationaux. Eh bien, la loi devra les ramener dans tous leurs droits. D'autant plus que l'élite au pouvoir est faite de multinationaux, parfois même d'octus, de sextus, de quintus, de quadrinationaux, qui jouissent de tous les avantages de leur multinationalité à la barbe des autres citoyens, en les excluant quant à eux quand ils sont binationaux. Donc, il y a là un changement nécessaire avant l'élection. La nation tout entière doit être rassemblée. Toute la nation doit être rassemblée. Et c'est à partir de là, précisément, que va naître la 5e étape de ce pays, la démocratie et l'état de droit. Pour moi, c'est sans délai. Pour moi, c'est une question d'heure. Pour moi, c'est une question de jour. Ce n'est plus une question de semaines et de mois, cette mobilisation. Car si nous traînons, ils nous prendront à la hussarde. Si nous traînons, ils nous prendront par surprise. Si nous traînons, ils vont nous imposer
la continuité de la dictature. Vous avez vu les forces en présence. Quand le fameux Lamido de Rebouba entre dans le bal, sachez qu'il y a toujours au Cameroun quelque chose de grave qui va se passer. Chaque fois que le Lamida de Rebouba a dû jouer un rôle décisif sur l'organisation du pouvoir politique au Cameroun, il y a eu des changements. Ce Lamida a été décisif pour l'arrivée d'Amadou Ahidjo au pouvoir. C'est Rebouba qui a proposé Amadou Ahidjo aux Français. Ce Lamida a joué un rôle décisif dans l'équilibre du pouvoir Biya. Une fois qu'Ahidjo s'était retiré, ils ont soutenu Biya parce qu'ils avaient donné leur accord aux Français pour l'alternance entre les deux oligarchies, du nord et du centre-sud. Ils l'ont soutenu. Et ce Rebouba-là, quand il entre à nouveau dans la scène, c'est pour tenter une fois de plus d'organiser à la barbe du peuple camerounais une entourloupe. Dans l'extrême nord, le nord, la Damawa, nous devons refuser cela. Comme nous devons refuser cela dans le nord-ouest et le sud-ouest. Comme nous devons refuser cela dans le littoral. Nous devons refuser cela dans le sud, dans l'est, le centre. Nous devons refuser cela dans tout le Cameroun. Nous devons massivement refuser cela. Quand la police locale, la gendarmerie locale ne seront plus capables d'imposer par la force l'ordre, quand ce sont les citoyens intrépides qui tiendront l'ensemble des places fortes du pays, le régime sera forcé. Il sera forcé de se soumettre au calendrier de la naissance de la nouvelle République. Et cette mobilisation, nous en attendons la mise en branle par les mots d'ordre du chef légitime de notre lutte, le président élu Maurice Kamto. Moi, je crois qu'il ne faut pas attendre. Je peux me tromper, mais l'expérience d'autres pays dans des situations comme ça m'a montré que les peuples qui ont attendu attendent encore. Les peuples qui ont attendu actuellement, ils sont encore en train d'attendre. Chers amis, je vous souhaite une excellente nuit, du moins pour ce qu'il en reste. Je vous remercie de votre formidable fidélité, vous étiez très nombreux, malgré les efforts des logiciels informatiques pour nous empêcher de nous exprimer. Vous êtes monté à un moment donné, il y avait presque 11 000 vues qui m'ont été signalées par mon logiciel sur YouTube. Vous étiez très nombreux et j'espère que vous avez partagé cette conférence. Vive le peuple camerounais en résistance. Vive l'heure du peuple camerounais contre le gré à gré. Vive tous les peuples africains qui vont connaître en cette année 2020 des chamboulements et des bouleversements décisifs. Que Dieu bénisse nos justes combats. Je vous remercie de votre confiance. Et je vous rappelle une fois de plus que désormais, la résistance africaine devra être éveillée 24 heures sur 24. On profitera de toutes les occasions pour nous reposer. Mais en fait, on ne peut plus dormir. Nous avons beaucoup de nos pays en Afrique qui sont maintenant vraiment au rouge, qui ont viré au rouge. La situation a viré au rouge. Alerte rouge. Je dis bien alerte rouge. Portez-vous bien. Et tenons bon. Merci à tous. Merci, merci. Soyez tous bénis.